Tu sais, j'avais pensé qu'on pourrait sortir de la ville pour profiter des couleurs, puis en même temps, on pourrait essayer de trouver des pommes, des citrouilles. Ah, bonne idée. Mais avant, il faut que j'arrête au centre d'achat, par exemple. Ah oui? T'as besoin de quoi? Une poêle anti-adhésive, absolument. OK, ben on fait ça, puis après ça, on sort de la ville. Okay. Avant de partir, moi, j'ai un cru. Mangeras-tu un bon hamburger? Au resto? Ouais. Pas sûr. J'aime toujours mieux les faire à la maison. J'achète mon bœuf haché maigre, très frais. J'ai le contrôle, en tout cas sur le gras. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur le gras dans les paquets de bœuf haché qu'on y vend à l'épicerie? C'est pas sûr, ça. Il y a peu d'informations sur les étiquettes. C'est des muscles striés de carcasse de bœuf. Inscrire la mention produit décongelé. La compétence du boucher. Le bœuf haché est la catégorie de viande la plus vendue et la plus populaire. On la prête de toutes sortes de façons dans de nombreux plats. Comme vous, l'épicerie s'intéresse à son contenu en gras, à son étiquetage et à sa fabrication. Mais que contient le bœuf haché? Robert Thiel connaît bien la réponse puisqu'il forme les bouchers de demain. Dans la législation canadienne, il n'y a que du bœuf qui peut rentrer à l'intérieur du bœuf haché. Dans le bœuf haché, on retrouve de la viande de bœuf, de vache, de taureau, bref, de bovidés, peu importe l'âge et le sexe. Le bœuf haché, c'est la finalité de la viande. On ne fait plus rien après. Ce qu'on ne peut pas transformer en steak, en rôti, en cube, va obligatoirement aller en bœuf haché. Les coups qui sont ici, ce sont des morceaux qui sont extrêmement durs. Ce sont les muscles peut-être les plus durs qui existent avec les jarrets, donc automatiquement, ça va aller dans la viande hachée. Ici, vous voyez, vous avez les aponévroses qui sont sur la viande, qui peuvent faire partie du bœuf haché. C'est dur, c'est normal, mais ça fait partie de la viande hachée, il n'y a pas de problème avec ça. La loi ne nous oblige pas à l'enlever. Pour notre enquête, nous avons choisi au hasard 10 supermarchés de 5 grandes bannières à Longueuil, Laval et Montréal. Nous avons pris dans chaque supermarché un paquet de bœuf haché extra maigre, maigre et mi-maigre pour un total de 30 échantillons. Première constatation, 3 bannières sur 6, Loblaws, Provigo, Super C, utilisent des étiquettes non conformes à la réglementation sur les paquets de bœuf haché composés de parties fraîches et décongelées. Nous avons montré ces étiquettes à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments. Voici un exemple. FR et DE et FR et FRZN. La réglementation est assez claire. On ne doit pas utiliser d'abréviation. On doit utiliser produits décongelés. C'est prescrit dans la réglementation. C'est ce qu'on demande, d'utiliser les termes produits décongelés, ce qui n'est pas fait ici. Si cette mention ne figure pas correctement sur l'étiquette, elle doit absolument apparaître sur un écriteau placé près du produit. Certains des marchands concernés reconnaissent qu'il y a un problème et travaillent à apporter des correctifs. Nos résultats ont aussi été communiqués à Louise Roson, directrice d'Options consommateurs. C'est effectivement une lacune importante de retrouver des abréviations sur les étiquettes pour ce genre d'information-là, puisqu'il s'agit d'une information extrêmement importante pour le consommateur et qui touche à la sécurité alimentaire. Donc, lorsqu'on voit des abréviations, on juge que c'est inacceptable et qu'on devrait indiquer clairement au consommateur s'il s'agit d'un produit frais ou d'un produit décongelé. Parce que s'il s'agit d'un produit qui a déjà été décongelé, ça peut avoir comme conséquence que si on ne le sait pas, on peut tout simplement acheter le produit et le faire congeler à nouveau. Et donc, ça peut, à ce moment-là, causer un problème au niveau de la sécurité alimentaire, puisqu'on sait qu'une viande, on ne doit pas la faire congeler 2 fois. Autre constatation, certaines étiquettes portent la mention « et ou », ce qui nous laisse dans le doute. S'agit-il d'un produit frais ou d'un produit décongelé? Dans ce cas-ci, la réglementation est assez claire aussi. On peut mélanger des parties qui ont été décongelées à des parties fraîches, mais encore là, la réglementation stipule qu'on doit dire fait à partir de parties fraîches et congelées. Dans ce cas-ci, il y avait « et ou » là, qui est un petit peu ambigu, là. En ce qui regarde maintenant le pourcentage de gras du bœuf haché, la Loi canadienne des aliments et drogues dit que pour avoir le droit d'être vendu comme extra maigre, le bœuf haché doit contenir moins de 10 % de gras, le maigre, moins de 17 % et le mi-maigre, moins de 23 %. Nos 30 paquets de bœuf haché ont donc été soumis à une analyse très précise du taux de gras dans un laboratoire certifié. Première constatation. Que ce soit dans les catégories mi-maigre, maigre ou extra maigre, 28 des 30 échantillons étaient moins gras que la loi oblige. Bonne nouvelle pour nous. La grande surprise de notre enquête, 7 des 10 paquets de bœuf haché mi-maigre sont en réalité du maigre, puisqu'ils contiennent moins de 17 % de gras.
J'ai acheté ces deux bœufs hachés avant de venir vous rencontrer. Oui. Un est maigre et l'autre est mi-maigre. Mais à les regarder tous les deux, il me semble pas mal la même chose, là. Sauf qu'on voit très bien que le pourcentage de matière grasse, je dirais même à la rigueur que le maigre est plus gras que le mi-maigre. Si vous regardez un petit peu la contenance de gras qui est là, je dirais que lui est plus maigre que lui. Peut-on conclure que la fabrication du bœuf haché relève davantage de l'approximation que de la science exacte? Dans l'industrie à l'heure actuelle, c'est vraiment la compétence du boucher qui va être capable de définir à l'œil nu la contenance de matière grasse qui se trouve dans une viande. Comme il y a peu d'informations sur les étiquettes, eh bien, c'est bien difficile pour le consommateur de voir c'est quoi la différence qu'il y a effectivement entre la viande mi-maigre et la viande maigre. Donc, nous, ce qu'on se disait à la lecture de ces résultats-là, il serait intéressant que l'Agence canadienne d'inspection des aliments oblige les marchands à étiqueter le taux de gras réel qu'on retrouve dans les viandes. C'est sûr et certain que le goût, c'est le gras. Acheter une viande qui est extrêmement maigre, elle n'a pas de goût. Donc, ce que vous allez faire pour lui donner du goût, vous allez assaisonner, vous allez ajouter des jaunes d'œufs qui va devenir du cholestérol aussi, parce que c'est le même gras animal. Donc, plus intéressant d'acheter un bœuf haché mi-maigre de bonne qualité. C'est vraiment l'idéal. La cuisson nous démontre aussi qu'une fois le gras fondu, il y a bien peu de différence entre le maigre et le mi-maigre. Ici, donc, on a celui qui était mi-maigre. Le gras va automatiquement sortir pendant la cuisson. Vous voyez quand même qu'il n'y a pratiquement aucune matière grasse dedans, pareil. Et on peut terminer avec celui qui est du bœuf haché maigre. Encore une fois, nous allons le voir qu'il est extrêmement bien cuit et dans lequel, vous voyez, il n'y a même aucune matière grasse. C'est vraiment... Il n'y en a pas. Tout ce qu'on retrouve, c'est les sucres qui sont caramélisés au fond de la poêle. Lors de votre prochaine visite au comptoir de boucherie, si à l'œil, vous n'arrivez pas à différencier le maigre et le mi-maigre, il n'est peut-être pas nécessaire de dégraisser votre portefeuille. Je pense que c'est fort utile les résultats de votre étude puisque le conseil qu'on va donner aux consommateurs à partir de maintenant, mais ne payez pas 2 $ de plus le kilo pour de la viande hachée maigre puisque vous retrouvez la plupart du temps dans le produit mi-maigre un produit équivalent. Les odeurs de fromage fort envahissent votre frigo? Qu'à cela ne tienne, il s'agit d'avoir sous la main une branche de thym frais que vous déposerez dans le compartiment à fromage. Le thym masquera alors la présence des odeurs désagréables. Un truc simple, mais efficace. Il y en a des marques. Il me semble que je passe mon temps à la remplacer, ma poêle anti-adhésive. Oui, mais il faut savoir s'en servir, tu sais, pour pas l'abîmer, là. Oui, je veux bien, mais il faut surtout savoir bien la choisir. Oui, il y a ça. Le premier test qu'on a effectué, c'était la cuisson d'un œuf sans gras. Sur les 5 poêlons, deux poêlons ont réussi la cuisson là, sans qu'il y ait adhésion, sans que l'œuf colle. Les 3 autres, très légèrement. Donc, ça veut dire que si on utilise une très faible quantité de gras, les 5 pourront répondre à ce critère-là anti-adhésif. La Star Frit a un fond renforcé, ce qui est très bon signe. La Tefal, c'est très mince, hein? C'est beaucoup plus mince. N'a pas de fond renforcé. Elle, le fond est très épais. Elle est plus lourde, évidemment, mais très épais, donc pas possiblement plus résistante. La Agostina n'a pas non plus de fond renforcé. La Circulon, elle n'a pas de fond renforcé, mais le métal est très épais. L'épaisseur des fonds, là, toujours à considérer dans l'achat d'un de ces poêlons-là. On a différentes poignées. La meilleure a été la Star Frit à cause de la texture qui est caoutchouteuse. Hein? Et il y a un endroit pour le pouce pour bien manœuvrer. C'est
plus que confortable. Alors, ce que l'on veut faire, c'est évaluer la résistance des enduits anti-adhésifs. Alors, pour ce faire, on va égratigner ou frotter pendant 3 minutes le fond des poêlons avec une spatule en métal, ce que je vous déconseille très fortement de faire chez vous. C'est parti. 10 secondes, déjà des marques de fatigue. « 57, 58, 59, top! » Alors, si on regarde dans l'ensemble, la Circulon, c'était celle qui a le mieux résisté à l'usure, accéléré évidemment. C'est un métal dur, elle a un bon manche. C'est un prix moyen, donc à 40 $. C'est un très bon achat. Je serais très tenté de faire un achat comme celui-là. La Langostina, évidemment, c'est celle qui a le moins bien réussi. Aussi, à cause de la fragilité de l'appareil, moi, j'ai carrément déconseillé. Personnellement, je ne l'achèterais pas. La titanium, à 60 $, évidemment, elle est peut-être un peu chère. C'est très résistant, malgré qu'on y voit des traces d'usure, très résistant. Culinairement parlant, c'est celle qui donnera probablement les meilleurs résultats. La Tefal, meilleure résistance pour l'enduit anti-adhésif, sans contredit. Ça, c'est évident. Par contre, ça me semble un peu fragile. Donc, pour cuisiner, c'est beaucoup plus fragile. C'est plus difficile d'obtenir de bons résultats. Moi, personnellement, c'est pas vraiment un poêlon qui m'attire beaucoup, là. La dernière, la Starfrit, elle est surprenante. L'usure du fini, évidemment, c'est usé, là, mais c'est quand même pas dramatique. Un excellent fond. Dans sa gamme de prix, à 26-27 $, c'est sûrement le meilleur achat. Bon, on a tout ce qu'il nous faut? Oui, on peut y aller, là. OK, on peut se débarrasser de celle-là? J'espère, en tout cas, à moins qu'on la garde de la vente de garage. Là, mais... C'est comique. Bon, ben on part. On sort de la ville. Les choux, choux-fleurs, laitues et épinards contiennent souvent de la terre et parfois des insectes, surtout lorsqu'ils sont fraîchement cueillis du potager. Qu'à cela ne tienne, pour se débarrasser des bestioles indésirables, il suffit de s'en remettre au bon vieux vinaigre blanc. De 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans l'eau de lavage des légumes et les insectes flotteront à la surface de l'eau. Il ne vous reste plus qu'à tirer le bouchon de l'évier pour vous en débarrasser. Un truc simple, mais efficace. Il nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles, alors vous pouvez composer sans frais le 1-888-790-8881 et si vous êtes de la région de Montréal, le 514-790-8881. Consultez aussi notre site Internet au www.radiocanada.ca/l'épicerie. Bonne idée que tu as eue, dernier pique-nique d'automne. C'est pas chaud, mais c'est beau. Sais-tu quelle question je me pose à chaque fois que j'ai une carotte comme celle-ci dans les mains? Ah, certainement la même question que tout le monde se pose. Ça pousse comme ça dans la nature? Exact. C'est ça, hein? Ouais. Monsieur Hamelin, on arrive sur vos terres. Vous êtes le seul producteur de mini-carottes au Québec. Je pense que vous êtes la personne pour répondre à notre première question, le mystère. La mini-carotte, est-ce que c'est une variété de petites carottes? Est-ce que c'est une longue carotte qu'on a coupée en petits morceaux? Ou est-ce que c'est un bébé carotte qu'on n'a pas laissé mûrir? Malheureusement, c'est pas une petite carotte, un bébé carotte. C'est pas une petite carotte non plus. C'est une carotte qui vient environ 30 cm de long, avec environ 3/4 de pouce de diamètre au collet, au feuillage, qui est coupé en sections de 5 cm. Et là, on est sur vos champs. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve dans un champ de sarrasin. Où sont vos carottes?
Actuellement, les carottes sont à Sainte-Sophie puis Trois-Rivières. À Sainte-Sophie, pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas chez le voisin immédiat? Le monde n'a pas vraiment pris ça au sérieux à l'époque parce que il n'y avait pas de marché. Oui. C'était le marché de la carotte cello conventionnelle qui prenait la grosse part du marché. Fait que les gens n'ont pas pris ça vraiment au sérieux, puis on a rencontré un monsieur un moment donné que lui a été intéressé, justement, il était venu nous voir. Ses carottes étaient beaucoup trop grosses, mais il avait l'intérêt de produire le produit. Puis, par la suite, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Donc, on a commencé à travailler avec ce monsieur-là. Ça a pris quelques années, puis aujourd'hui, il nous fournit un produit impeccable. Monsieur Hamelin, on vient de quitter le champ, on vient d'arriver à l'usine. Il paraît qu'elle traverse bien des étapes avant de se retrouver dans nos épiceries, la carotte. Pour commencer, lorsqu'elle est récoltée, elle est lavée, puis elle est toute calibrée par diamètre. Toute la carotte qui est 3/4 de pouce et moins se retrouve ici. Celle qui est trop grosse, il n'y en a presque pas. Elle s'en va dans d'autres usines de transformation. Ensuite, elle s'en vient ici par camion. Oui, c'est ça. Camion réfrigéré. Important réfrigéré. Très important. Pourquoi? La carotte part environ du champ dans les grosses périodes de chaleur l'été, environ à 90 degrés Fahrenheit. Il faut la refroidir à 32 degrés Fahrenheit le plus rapidement possible parce que chaque heure additionnelle qu'on prend pour la refroidir, bien, c'est comme près d'un mois de conservation de moins. On prend les bacs de bois, on les vide dans l'eau. Oui. Par la suite, ils sont inspectés manuellement. J'ai des machines qui coupent en sections de 5 cm. Tous les bouts qui sont plus petits que 5 cm passent sur un genre de convoyeur qui enlève justement tous ces bouts-là qui sont pas bons, si on peut le dire. Ils sont toujours bons, mais visuellement, ils sont pas bons. Donc, ils sont rejetés. Vous vous retrouvez avec de la perte pour celle-là? Ça peut aller jusqu'à 70 % de perte. Les bonnes carottes continuent dans la peleuse abrasive, un pré-pelage qui fait un pelage rough. Par la suite, elles s'en vont dans une autre machine identique, mais ça, on appelle ça l'étape du polissage. C'est un genre de papier sablé, mais plus doux. Ensuite, ils sont calibrés encore par diamètre, puis ensuite, c'est l'ensachage. Est-ce que c'est une carotte qui existait en cello auparavant? Est-ce que c'est la même carotte que vous avez utilisée? C'est une variété de carotte cello qui a été abandonnée au cours des années. Puis, a été reprise justement pour le cotton peel, le bébé carotte. On la sème justement à haute densité, puis elle reste petite comme ça, puis elle devient longue. La variété, c'est Sugar Snack. C'est une carotte qui a presque pas de cœur, ce type de carotte-là, à comparer aux autres types de carottes. C'est recherché, ça? Oui, c'est exactement ça que ça prend pour faire le cotton peel. Pourquoi, parfois, quand on garde notre sac au frigo, il y a comme... les carottes deviennent comme gluantes? Comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose qui commençait à se détériorer. OK, puis on pèse dessus, puis ça l'écrase, si on peut dire. Ça, c'est un type de bactérie, la bactérie lactique. C'est une bactérie qui transforme le sucre de la carotte en vinaigre, tout simplement, puis elle se décompose. On l'achète pourquoi, M. Hamelin? C'est surtout pour les collations. Les collations, hein? Je pense que ça rentre bien grand en compétition avec les friandises, Donc, remplacer une collation rapide par une collation santé. Mais est-ce qu'il y a des gens qui cuisinent avec ça? J'imagine que non. Probablement que oui. Oui? Nous-mêmes, à la maison, on emmène le spaghetti parce qu'il est déjà tout pelé, puis il est prêt à... On a seulement qu'à le couper. À l'Halloween, les citrouilles font leur apparition par milliers sur le marché. Nous les achetons principalement comme décoration. Dans la majorité des cas, elles se retrouveront à la poubelle dès le lendemain de la fête. De nos jours, peu de gens les utilisent en cuisine. Pourtant, les citrouilles et les autres courges membres de la famille des curcubitacées sont consommés par l'homme depuis plus de 10 000 ans. Ils sont les fruits d'une plante potagère annuelle apparentée au melon et au concombre, et elles existent dans une multitude de variétés.
Les Amérindiens guérissaient les Européens atteints de scorbut en leur faisant manger de la purée de giromon ou turban d'Aladin, excellente source de vitamines A et C et de potassium. Les ancêtres des courges seraient originaires d'Amérique centrale. Elles étaient cultivées avec le maïs et les fèves par les Aztèques, les Incas et les Mayas. Christophe Colomb fut le premier occidental à connaître ces fruits. Ici, dans l'industrie alimentaire, la citrouille est utilisée, entre autres, pour fabriquer la fameuse sauce à egg roll, la sauce aux prunes, qui devrait plutôt s'appeler sauce à la citrouille. Contrairement aux humains, nous, les sorcières, on sait quoi faire avec ça, les citrouilles. Nos grands-mères connaissaient bien les vertus des citrouilles. Elles en faisaient des compotes, des tartes et des potages. L'orange Getty, meilleur que le spaghetti. Alors pourquoi ne pas revenir aux traditions de notre continent et redonner aux courges, citrouilles et potirons une plus grande place dans notre alimentation? Ça va faire avec tout ça? Ben, j'ai décidé que je ferais des conserves, moi. De la compote, de la gelée, des tartes, toutes sortes de Tu vas faire. vraiment faire Ben, tout ça? je vais essayer, là. D'ailleurs, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Peux-tu venir chez nous m'aider à les peler? Donne-moi les clés, je vais y aller. Ah, t'es trop fine. En terminant, voici les bons achats de la semaine. Le brocoli est fraîchement récolté. Il est d'ici, il est beau et bon. Malgré le printemps froid, la récolte de choux est abondante, donc les prix sont bas. Les canneberges fraîches sont également en magasin. Congelez-les parce qu'à l'approche des fêtes, les prix augmenteront. Les variétés de pommes tardives sont en magasin. Même si elles sont un peu plus petites, elles sont fermes et savoureuses. Parmi celles-ci, la Cortland et la McIntosh sont à prix spécial dans certains supermarchés. Sachez que les clémentines du Maroc et d'Espagne sont arrivées. Elles sont moins sucrées en début de saison. Elles seront donc à leur meilleur en décembre. Si vous n'avez pas encore acheté votre citrouille pour l'Halloween, il y a un peu moins de choix et bien sûr, les prix sont légèrement plus élevés. Bonne épicerie!